Marche en Famenne à la découverte du site du monument et de la ferme des Blancs-Curés. Janine Vieillevoix. L'histoire du lieu est tout à fait particulière. Fin du 7e siècle, en fait, il existait à 100 mètres d'ici une église, l'église Saint-Martin. Et cette église, en fait, après la Révolution française, a été rachetée par un agriculteur qui a racheté les terres, l'église et le presbytère. Et ce fermier n'avait que faire, en fait, de cette église. Donc la particularité, c'est qu'il l'a complètement démontée et qu'il l'a remontée à cet endroit-ci, avec notamment la charpente qui est tout à fait d'origine. Donc ce sont tous les matériaux de l'église Saint-Martin. Et à l'heure actuelle, c'est une grange. Ici à côté, vous avez aussi le presbytère, qui en fait est le lieu d'habitation du propriétaire actuel et qui date de 1580. Et depuis 1990, toute la ferme des Blancs-Curés est un site classé. Maintenant, pourquoi l'appelle-t-on la ferme des Blancs-Curés? Parce qu'en fait, les moines qui se trouvaient ici étaient habillés de blanc. C'était en fait des prémontrés qui venaient de l'ordre de Saint-Hubert et de l'abbaye de Floreffe. Le propriétaire actuel a remis à jour la source dont les moines se servaient pour avoir une alimentation en eau sur le site. En 1300, Marche est une ville fortifiée. L'histoire du site du monument est liée principalement à ses fortifications. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut voir sur la place du centre-ville 2 colonnes qui symbolisent la porte haute. Au XVIIe siècle, un certain Jean Gillard de Nassogne a l'idée de joindre cette porte haute, donc la ville fortifiée, avec une butte calcaireuse, une butte rocheuse que l'on appelle la butte de Cornimont, qui est à moins d'1 kilomètre de Marche, avec 7 stations de chemin de croix. 7, c'est le chiffre du renouvellement. Et donc sur cette butte, il y avait 2 pierres plates sur lesquelles on raconte qu'il y aurait eu des sacrifices humains. Donc l'Église a voulu sanctuariser ce lieu et a bâti une chapelle, la chapelle du site du monument, donc chapelle de la Trinité. Un peu plus tard, toujours ce même Jean Gillard de Nassogne, dans une grotte naturelle qui est là, dans cette butte, a l'idée de placer une mise au tombeau. Et alors on a la configuration tout à fait exacte de la Passion. On retrouve une ville fortifiée, telle Jérusalem, un chemin de croix hors les murs qui mène à une butte qui ressemble au Golgotha, et derrière cette butte, une grotte naturelle, celle de Joseph d'Arimathie, où l'on a une mise au tombeau. Alors cette grotte du site du monument est aussi ce que l'on appelle un sanctuaire à répit. Des parents sont venus là, dans cette grotte, avec des bébés mort-nés, parce que l'Église refusait le baptême aux bébés mort-nés. Et donc ils avaient l'espoir que le bébé confié à Marie, qui était dans la mise au tombeau, retrouve un moment la vie, le temps de le baptiser, pour qu'il soit enterré avec ses congénères. Alors la symbolique de ce pèlerinage, par exemple, pour les Journées du patrimoine, ce pourrait être de faire son propre pèlerinage de la Passion en quelque sorte. Donc sortir de sa ville fortifiée, ça signifie sortir de ses propres résistances, de ses bastions, de ses remparts. Faire ce chemin de croix avec les épreuves que tout naturellement on rencontre, jusqu'à parfois même des épreuves qui nous crucifient, hein, et on n'est plus jamais les mêmes après cela. Et dans ce pèlerinage, on est même confronté à la mise au tombeau à nos propres morts, mais à l'intérieur de nos vies finalement. Et puis, à la sortie de cette grotte, le pèlerin est régénéré et il peut repartir dans un nouveau cycle de vie. En hommage au site du monument, Luc Templier a créé au musée La Famenne toute une salle dédiée à la mémoire du site qui a été vandalisé dans les années 60 et qui aujourd'hui est classée au patrimoine. Au musée sont encore visibles la mise au tombeau de l'époque, la peinture du maître-autel de la chapelle de la Trinité et des documents de pèlerins.